Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Transition politique et enjeux post-électoraux. Au Gabon. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga Akoa. Dernière parution. Pius Ngan Kachama, Guerre africaine et écriture historique, 2011. Alphonse Aya, La fonction publique congolaise. Procédure et pratique, 2011. Dieudonné Meyonmenkoghe, Les Fang au XIXe et XXe siècle, 2011. Mohamed Lamine. Gakou, quelle perspective pour l'Afrique, 2011. Olivier Lompo, Burkina Faso. Pour une nouvelle planification territoriale et environnementale, 2011. Amidou Magassa, une autre face de Ségou. Anthropologie du patronat malien, 2011. Mohamed Lemine Ould Memoun, La Mauritanie entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire, 2011. Marc Adoupap, Les conflits identitaires en Afrique francophone, 2011. Claudine Auger à NGOUE, L'indifférence scientifique envers la recherche en sciences sociales au Gabon de Jean-Ferdinand Mba, 2011. BY Diallo, La Guinée, un demi-siècle de politique, 1945 à 2008, 2011. Ousseini Diallo, Oui, le développement est possible en Afrique, 2011. Walter Gérard AMDZRO Saint-Hilaire, PhD, Gouvernance et politique industrielle. Des défis aux stratégies des télécoms d'État africains, 2011. Toavina RALAMBOMAHAY, Madagascar dans une crise interminable, 2011. Badara Dioubaté, Bonne gouvernance et problématique de la dette en Afrique. Le cas de la Guinée, 2011. Komi DJADE, L'économie informelle en Afrique subsaharienne, 2011. Ifsi Topuz, un Turco-Congo, 2010. Jakalidja Koulibaly, Agriculture et protection de l'environnement dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, 2011. Lofti Ouled Ben Afsia, Karima Belkacem, L'avenir du partenariat Chine-Afrique, 2011. Ont contribué à la réalisation de ce livre. Hervé Ngwessa. Docteur en sciences politiques, diplômé du CEANIEP de Bordeaux Université. Montesquieu Bordeaux 4. Tatiana Sandra Mbumba Moussavou. Doctorante en anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales NEHESTES, Paris. Thierry Aristide Midep. Docteur en histoire, diplômé de l'Université Michel de Montaigne Bordeaux. 3. Patrice Mundunga Mwiti. Docteur en sciences politiques, diplômé du CEANIEP de Bordeaux Université. Montesquieu Bordeaux 4. Arnold Ngwimbi. Docteur ès lettres, diplômé de l'Université Paris 12. Sylvain Nezamba. Docteur ès lettres, diplômé de l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Christian Nzenge Peignet. Doctorant en économie bancaire et financière, Université Montesquieu. Bordeaux 4. Préface. Les auteurs de cet ouvrage collectif l'ont intitulé « Transition politique et enjeux post-électoraux au Gabon ». L'allusion est clairement faite aux dernières élections présidentielles du 38-2009, remportées par Ali Bongo Ondimba, le fils d'Omar Bongo, après 41 ans de son règne sans partage. Alors, étant donné la réalité politique gabonaise, la première question qui vient à l'esprit est celle-ci. Quelle signification revêtent les termes de transition et d'enjeux post-électoraux utilisés ici ? Une clarification s'impose. Ali Bongo, prince héritier d'un État patriarchique. Tout d'abord, selon le dictionnaire, le mot transition vient du latin transitio qui veut dire passage. En outre, transition vient du verbe transir qui signifie aller au-delà. Dès lors, il est utilisé selon deux acceptions. D'une part, la transition veut dire action de passer d'un état à un autre. D'autre part, elle signifie ce qui est provisoire, lorsqu'elle est précédée de l'article partitif de. À la lumière de cette esquisse sémantique, y a-t-il lieu de dire que l'élection d'Ali Bongo inaugure une transition ? Rien n'est moins sûr. Oui, si l'on prend la transition au sens de pouvoir provisoire en quête d'émancipation probable.
Non si l'on entend par transition le passage d'un État à un autre. Quelques arguments peuvent être avancés pour étayer cette thèse. Ali Bongo est l'héritier patenté d'un État patriarchique, c'est-à-dire d'un système politique ingénieusement construit sur la puissance paternelle dont l'autorité illimitée et la parole souveraine trouvent leur incarnation dans le sultanisme au sens wébérien du terme, c'est-à-dire une domination patrimoniale se mouvant principalement dans la sphère de l'arbitraire non lié à la tradition d'eux. En d'autres termes, l'État patriarchique est une société politique systémique, conçue comme une famille élargie à l'échelle de l'État où le patriarche est le chef de l'État, la première dame, la mère de la nation, les fils et filles du patriarche, les enfants de la patrie sinon des princes et princesses héritiers. Omar Bongo Ondimba est un patriarche Gosudar à l'instar du tsar des Russies, à la fois souverain et propriétaire de son pays et de ses sujets. Son génie est d'avoir réussi, à l'ombre des mécanismes, des procédures, des institutions, des normes constitutionnelles d'origine occidentale, à fabriquer de toutes pièces, avec l'aide du temps, un État spécifique, mélangeant la modernité traditionnelle, la monarchie héréditaire, et la modernité occidentale, la République démocratique, grâce à la ruse, à la fortune, à la détention du monopole de la violence légitime, au suffrage universel, à la diplomatie. Dans l'État patriarchique, faut-il le souligner, la finalité du pouvoir n'est pas la création des richesses et leur répartition équitable, dans le respect de l'intérêt général et du bien public. Bien au contraire, l'enjeu du pouvoir est la durée des mandatures, l'horizon étant la monarchie héréditaire ou la présidence à vie, au service de laquelle sont mobilisées toutes les ressources matérielles et morales du pays. Nul ne sait si Omar Bongo Ondimba a lu Machiavel. Cependant, à la lumière de sa pratique politique, il est à ce jour l'un des dirigeants d'Afrique noire ayant appliqué avec une rare lucidité les préceptes du Florentin. Stratège, il a appris de Machiavel que le maintien au pouvoir est un art. Les seigneuries qui viennent si vite, comme toutes les autres choses naturelles qui naissent et croissent soudain, ne peuvent avoir leurs racines et autres fibres assez fortes pour que le premier orage ne les abatte. Tel est le sort de ceux qui sont devenus en peu de temps princes, à moins qu'ils ne soient de si grandes vertus qu'ils sachent s'apprêter à garder ce que la fortune leur a mis dans les mains, et qu'ils créent les fondements de leur puissance après y être parvenus, ce que les autres font avant trois. Animal politique, Omar Bongo Ondimba fut à la fois le renard patriarche et le lion, chef de l'État, selon la leçon du maître. Il faut donc savoir qu'il y a deux manières de combattre, l'une par les lois, l'autre par la force. La première est propre aux hommes, la seconde aux bêtes, mais comme la première bien souvent ne suffit pas, il faut recourir à la seconde. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir bien pratiquer, et la bête est l'homme. Si donc un prince doit savoir bien user de la force, il doit choisir le renard et le lion, car le lion ne peut se défendre des filets, le renard des loups. Il faut donc être renard pour connaître les filets et lion pour faire peur aux loups 4. Tant et si bien que propriétaire du Gabon, au sens propre et au sens figuré, Omar Bongo Ondimba eut la sagesse de ne pas manger seul. Il fut le premier à comprendre que le pouvoir n'est pas seulement l'espace d'exercice de l'autorité, mais qu'il est également l'espace de partage des gains matériels ou moraux entre les maillons systémiques du village étatique. Les familles, les clans, les lignages, les ethnies et les principautés, que ces derniers soient nommés communes, arrondissements, régions, entreprises publiques, gouvernements, ministères, partis politiques, opposition, relations extérieures, armées, etc. Par la stratégie d'encerclement, Omar Bongo Ondimba poussa à l'extrême le maillage tentaculaire de la société politique par des réseaux de tout genre ou centres concentriques intégrés dans le PDG, Parti démocratique gabonais, parti unique puis parti dominant. Ainsi, l'État patriarchique sut-il créer des alliances et promouvoir le clientélisme comme variable structurelle de la culture politique de dépendance à toutes les échelles de la pratique sociale. La présidence à vie d'Omar Bongo Ondimba tire également sa source de cette autre sagesse. Quand on n'ôte point aux hommes ni les biens ni l'honneur, ils vivent contents et on n'a plus qu'à combattre l'ambition de peu de gens, laquelle facilement et de plusieurs manières peut être refrénée. 5. Il en résulte que les élites gabonaises anciennes et nouvelles sorties de ce moule participent allègrement à la prédation et au clientélisme sans se poser de questions, l'État patriarchique étant la mère nourricière de tous les Gabonais. Dès lors, le clientélisme est une variable d'ajustement structurel de l'ascenseur social, puisque la chèvre ne broute que là où elle est attachée, selon la sagesse populaire.
Instruit par la maxime selon laquelle « la bouche qui mange ne parle pas », Omar Bongo a fait de la redistribution patriarcale des richesses un outil de recherche de la paix civile et de la concorde nationale. En effet, lorsqu'en 1990 la contestation du pouvoir par l'opposition se fait jour, Omar Bongo Ondimba plie sans rompre. Il accepte le multipartisme au nom de ce qu'il a appelé démocratie apaisée, le temps d'acheter les consciences de ses opposants les plus virulents, notamment l'ancien leader des bûcherons, Paul Mba Abessole devenu président du RPG, Rassemblement pour le Gabon, le leader de l'ADER, DJIJOBDIVUNGIDNDINGE, ancien cacique du PDG, le leader du PSD, Parti social-démocrate, Pierre Claver Maganga Moussavou, tous liés à une trentaine de partis et associations acquis à sa cause pour les élections présidentielles de 2005, exception faite de l'opposant radical Pierre Mambundu, leader de l'UPG, l'Union du peuple gabonais. Néanmoins, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'État patriarchique ainsi exhumé, État pouvoir politique, État société juridique, État représentation symbolique, est un état réel du point de vue sociologique mais un état informel du point de vue du droit positif si bien qu'aussi génial qu'il fût, Omar Bongo Ondimba ne sut ou ne put franchir le Rubicon, c'est-à-dire traduire dans les textes constitutionnels et les lois le système politique patriarchique vécu au quotidien par tous les Gabonais. À titre d'exemple, le Premier ministre est toujours d'origine Fang, ethnie majoritaire, alors que la Constitution est muette à ce sujet. De même l'ethnie Fang n'a pas la qualité juridique pour désigner le meilleur de ses ressortissants à ce poste éminent, par une procédure démocratique incontestée. Cette béance fut tactiquement intégrée par Omar Bongo Ondimba, depuis des décennies, à sa stratégie de déstabilisation contrôlée du pouvoir d'État, en vue de déjouer les raies et de faire peur aux loups installés aux portes de la succession. Participe également à cette stratégie le refus d'Omar Bongo Ondimba de désigner officiellement un successeur, bien que l'attribution à Ali Bongo du portefeuille de la défense confirme que dans le monde des félins, le silence est d'or, la parole est d'argent, voire qui ne dit mot consent. Si bien que l'écume des protestations des prétendants à la désignation au poste de candidat à la présidence de la République par le Parti démocratique gabonais en 2009, n'a été qu'une révolution dans un verre d'eau, le temps pour Ali Bongo de rassurer les réseaux internes et externes que les intérêts de la patriarchie ne seraient pas menacés. Demain le Gabon, ou enjeux post-électoraux. Bien que d'une manière générale une élection garde toujours son mystère, très peu d'observateurs de la politique gabonaise s'attendaient à un miracle. C'est dire qu'en dépit de la logomachie des anciens et nouveaux opposants à la dynastie Bongo, la sociologie électorale, la structuration de l'espace politique ou le maillage patriarchique de la société et de l'État susmentionné, la loi électorale avec scrutin à un seul tour, le comportement électoral, notamment la recherche de gains matériels ou moraux par l'électeur et le conditionnement de l'électeur par un faisceau de solidarité sociale voire environnement sociologique, penchaient nettement en faveur d'Ali Bongo. Dans cette hypothèse, que signifient les enjeux post-électoraux ? On entend par enjeu ce que l'on peut gagner ou perdre en entreprenant quelque chose, selon le dictionnaire. Alors, faute d'en finir avec la dynastie Bongo, la balle est dans les deux camps. Pour Ali Bongo Ondimba, le dilemme est herculéen, soit rénover la patriarchie et se donner les moyens de gouverner dans la durée, dans la filiation avec la patriarchie disparue, quitte à s'attirer les foudres de l'opposition, soit s'aborder la patriarchie et refonder la République avec tous les risques de réveiller les lions et les loups dormants à l'interne aussi bien qu'à l'international. Pour les opposants, les échecs à répétition doivent être médités et les leçons positives tirées, soit en renouvelant l'offre politique et les alliances de gouvernement à l'échelle nationale, en partie pour fixer un nouveau cap au Gabon, notamment la mobilisation des capacités à créer et redistribuer les richesses dans l'équité à la majorité des Gabonais, sans pour autant miner les bastions de la patriarchie, soit se contenter de la loi du moindre effort, c'est-à-dire dénoncer la patriarchie sans se donner les moyens de montrer que demain sera un autre jour, par la qualité du projet de société alternatif, néo-démocratie et développement durable. Somme toute, c'est à l'honneur des auteurs de cet ouvrage collectif, d'une grande valeur utilitaire pour qui veut comprendre la place et l'avenir du Gabon contemporain,
d'avoir osé remettre en débat avec pertinence et lucidité ces questionnements au lendemain de l'élection d'Ali Bongo Ondimba. Et ce, en revisitant l'État et la politique sociale, Christian Nzenge Peignet, l'explication du non-voix, Patrice Mundunga Muiti, la question ethnique, Aristide Thierry Midep, la multiplicité des candidatures sans projet de société, Sylvain Nezamba, le rôle de la femme durant la transition, Arnold Ngwimbi, la gestion migratoire et les droits de l'homme, Tatiana Sandra Mbumba Moussavu, et l'avenir de l'opposition gabonaise, Hervé Ingwessa, sous la direction de Patrice Mundunga Muiti. Moyila Tshyembe. Docteur d'État en droit. Docteur en sciences politiques. Professeur de géopolitique, de droit international de l'environnement, au Université de Paris 12, Lubumbashi et Kisangani, rez-de-chaussée. Directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy. Avant-propos. Un ouvrage collectif est toujours le résultat d'un travail de plusieurs contributeurs, notamment lorsqu'il réunit des travaux et des études issues d'une communication organisée autour d'un café politique. Nous tenons à remercier de tout cœur nos collègues qui, en tant que co-auteurs, ont participé avec enthousiasme et sans hésitation à la rédaction de ce livre collectif, et ont accueilli avec patience et diligence nos remarques et observations parfois exigeantes et au demeurant avisées. Notre gratitude s'adresse à la famille Aubert, notamment à Élise et à son mari, pour leur chaleureux accueil dans leurs locaux du restaurant Lokoumessi au cours de l'Isère à Bordeaux, ainsi qu'au politologue Mamoudou Gazibossis, qui, comme un des relecteurs attentifs, a su nous faire profiter de ses remarques toujours encourageantes et a montré à travers sa disponibilité et ses sages conseils, une efficacité et une bonne humeur remarquables tout long du processus éditorial, notamment lorsqu'on avait recours à lui. Nos remerciements s'adressent aussi au juriste politiste Girosatanga Rignoset, à titre de responsable de la Fondation Raponda Walker de Libreville qui, préalablement, devait publier ce livre, mais nous a grandement encouragés dans notre démarche. Il n'a pas ménagé ses efforts pour nous fournir les meilleurs conseils, afin de mener à terme ce projet de livre collé à une actualité bien visée. Et d'ailleurs, afin d'optimiser la qualité de l'ouvrage, il a recommandé à ses collègues des éditions Raponda Walker, ERW, la lecture du manuscrit, même si, malheureusement, pour des raisons que nous ignorons, la Fondation a été dans l'impossibilité de donner suite comme prévu. Nous regrettons l'absence de certains collègues ayant pris part à ce débat scientifique, mais qui, pour des raisons éloignées des motifs scientifiques, n'ont pas pu faire parvenir leur texte. Nos remerciements vont à tous les collaborateurs et collaboratrices de cet ouvrage collectif, pour leur patience et leur compréhension. En outre, la participation assidue d'un bon nombre de compatriotes et de personnes intéressées par le thème du café politique en pleine campagne de l'élection présidentielle anticipée du 30 août 2009, a permis aux différents auteurs de repréciser le contenu de leurs pensées avant la rédaction finale de leur contribution. Plus largement, nos remerciements vont à la communauté gabonaise de la diaspora franco-bordelaise. En outre, nous déplorons le retard pris pour la publication de ce livre. Cela est dû à une très grande instabilité en raison du changement des choix éditoriaux et du travail de relecture. Notre objectif était d'être édité selon les règles de l'art académique. Évidemment, il fallait aussi un peu de patience pour obtenir des résultats satisfaisant toutes les normes universitaires. Pour notre part, l'ouvrage est d'un intérêt capital et porte sur un phénomène important au cœur des dynamiques politiques africaines. Il est globalement rédigé dans un style clair, vif sans détour ni recul, ce qui est plus que appréciable. Nous sommes convaincus que ce livre, une fois soumis à la critique, ne manquera pas de retenir l'attention du lectorat intéressé sur les questions et enjeux des transitions en Afrique en général, et de l'actualité politique gabonaise en particulier. Il intéressera tous ceux qui travaillent sur les transitions en Afrique subsaharienne, parce qu'il met en évidence des logiques et pratiques de la démocratisation en Afrique contemporaine, en permettant d'évaluer les trajectoires du politique, notamment de la démocratisation contre la démocratie, et en ouvrant de nouvelles perspectives sur le cas spécifique du Gabon. Enfin, comme il est d'usage, malgré la cohérence des articulations assez appréciables dans ces différents textes, nous précisons que l'ensemble des erreurs, omissions,
irrégularité de fond et de forme et autres naïvetés de style sont du seul ressort de la responsabilité individuelle de chaque auteur. Patrice Moundounga Mouity. Présentation. Près d'une vingtaine d'années après la tenue en 1990 de la conférence nationale ayant conduit à l'instauration du pluralisme politique, on peut dire que le Gabon s'est engagé sur la voie d'une démocratie relativement prospère avec ses hauts et ses bas, mais aussi ses détracteurs et ses fervents défenseurs. Mais avec la mort d'Omar Bongo Ondimba, le paysage politique de ce pays, souvent cité en exemple du fait de sa stabilité sociale et institutionnelle, a connu d'importants bouleversements d'appareils autrefois irrigués par une sorte d'idéologie consensuelle sans cesse martelée par un discours présidentiel dont l'essentiel de la rhétorique tournait autour de l'argument de la paix et de l'unité nationale. C'est ainsi qu'on a vu émerger, aux côtés de certaines figures emblématiques de l'opposition radicale mais surtout de celles dites conviviales dont le rapprochement avec le parti au pouvoir avait contribué à limiter les soubresauts sociaux, de nouveaux visages issus de divers secteurs de la vie sociale et politique du pays. Alors que le Parti démocratique gabonais, majoritaire dans les deux chambres parlementaires, montre de plus en plus de signes d'éclatement suite aux démissions récentes de certains de ses membres parmi les plus anciens et que l'opposition, en dépit de quelques ralliements autour de l'Union du peuple gabonais, UPG, a toujours du mal à sortir du spectre de la dispersion, le scrutin présidentiel du 30 août 2009 s'avère être une phase importante dans l'histoire politique gabonaise. Le nombre important des candidats engagés dans la course pour la conquête du pouvoir suprême constitue, à n'en point douter, un indicateur suffisamment révélateur de la modification du paysage sociopolitique national, justifiant par là même la nécessité pour les auteurs du présent ouvrage d'élaborer une réflexion d'ensemble autour de la notion de transition politique, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres sociaux et culturels. Le sens premier de cette initiative était de participer, bien qu'étant à des milliers de kilomètres de la scène politique nationale, à la vitalité du débat démocratique à l'occasion de cette élection considérée de façon presque unanime comme l'une des plus complexes et des plus animées que le pays ait connue depuis l'instauration en 1990 du processus démocratique. Cette participation citoyenne au débat contradictoire sur la vie politique, sociale et économique du pays s'est faite par le biais d'un café politique autour du thème « Transition politique et enjeux post-électoraux au Gabon », organisé avant l'ouverture officielle de la campagne électorale. À l'évidence, il est juste de rappeler que le présent ouvrage prend sa source dans ce débat au cours duquel la rigueur de l'argument scientifique a pris le pas sur des considérations politiques partisanes, souvent source de passion et caractéristiques des replis identitaires. Ces auteurs qui furent aussi pour l'essentiel organisateurs et acteurs de cet échange pluridisciplinaire, ont fait montre d'une assez remarquable preuve d'objectivité et de rationalité en évitant de s'enfermer dans des discours convenus ou encore dans l'attendu, comme en témoigne d'ailleurs la qualité de leurs articles dont les lecteurs, nous l'espérons, sauront apprécier la pertinence. En réunissant dans une dynamique pluridisciplinaire des personnes aux compétences variées, littéraires, économistes, politologues, historiens et anthropologues, cet ouvrage s'efforce de construire une analyse diversifiée au sujet de la transition politique et de ses enjeux, sans avoir toutefois la prétention de livrer au lecteur des recettes d'une étude dont le mérite supplante toutes les critiques. Ce qui est à saluer dans ces quelques pages, ce sont à la fois le courage et le souci d'objectivité avec lesquels les différents intervenants s'invitent dans un débat autrefois monopolisé par les élites politiques, tout en construisant une argumentation qui force le respect et invite au questionnement sur ce que sera le quotidien des Gabonais, au-delà de l'enthousiasme et de l'effervescence suscitée par cette première vraie transition politique depuis les indépendances. Explorant pour sa part le terrain de l'action gouvernementale dans sa politique sociale dont la question qu'il aborde a été au cœur de l'élection visée par l'ouvrage, l'article intitulé « L'État et la politique sociale au Gabon de 1980 à 2000 » de l'économiste Christian Nzengue Peignet, dresse un bref état des lieux de l'impact sur la vie des populations des dépenses publiques consenties par l'État dans les domaines de la santé et de l'éducation pendant 2 décennies. L'évaluation des moyens engagés année après année par les différents gouvernements montre que les résultats obtenus sont à la fois inefficaces et inefficients, car largement situés en deçà des attentes sociales.
Considérant par ailleurs que la santé et l'éducation font partie des secteurs clés du développement économique et social d'un pays, l'auteur réaffirme l'urgence pour le nouveau pouvoir d'en faire un des chantiers prioritaires de l'action politique publique. La deuxième articulation est un article de Patrice Mundunga Muiti intitulé « L'explication du non-vote comme mode individuel d'action citoyenne de rejet d'une alternance en forme curiale au Gabon ». En bon sociopolitiste, Fauteur mobilise de façon conséquente les outils d'analyse propres à la science politique pour mettre en exergue les facteurs sociologiques et politiques considérés selon lui comme des mécanismes favorables à une alternance politique en forme curiale au Gabon. Le non-vote est présenté d'abord comme la dénonciation de la domination de la légitimité de type bureaucratique sur celle dite populaire au sein du Parti démocratique gabonais, devient également l'expression d'un désaveu citoyen d'une alternance organisée dans le dessein de pérenniser une conception curiale du pouvoir. Aristide Thierry Midep dresse un tableau historique de la question ethnique dans son implication dans l'activité politique à travers son article intitulé « La question ethnique, entre histoire et mythologie pour une lecture de l'histoire politique du Gabon ». L'idée centrale de cette contribution porte sur la mise en exergue de la donnée ethnique, dans son instrumentalisation par le politique. En d'autres termes, l'auteur tente de démontrer que les programmes de société élaborés par les politiques dans leur quête du pouvoir sont un paravent destiné à masquer un repli identitaire essentiellement fondé sur le poids de l'ethnie. Pour sa part, Sylvain Nezamba interroge, dans son article intitulé « Candidatures multiples et projets de société introuvables, chronique d'une quête du pouvoir pour le pouvoir », les éléments constitutifs du contrat qui doit lier un candidat et le souverain originel dans une élection aussi importante qu'une présidentielle organisée dans un temps aussi record. Le point de départ de sa réflexion est le hiatus qu'il constate entre des candidatures considérées comme multiples et ce qu'il appelle l'introuvabilité des programmes. Cette étrange réalité entre la demande de suffrage et l'offre politique en termes de programme de société conduit à une double conclusion. Soit, il s'agit d'une quête du pouvoir pour le pouvoir, ce qui dans ce cas justifie l'absence d'offre politique, soit il s'agit pour les acteurs politiques d'orienter le vote vers l'argument identitaire ou ethnique. Quoi qu'il en soit, la transition politique en cours au Gabon reste une épreuve de taille pour les différents acteurs politiques. Son objectif est de conduire le Gabon sur le chemin d'un renouveau politique, tout en sauvegardant ce qui pour l'essentiel a fait le succès de la politique de l'ère Bongo, à savoir la paix, la stabilité institutionnelle et l'unité nationale. Mais dans un pays où les femmes passent pour être les actrices les plus impliquées dans la dynamique structurante des appareils politiques, sans jamais occuper de façon conséquente voire paritaire les mêmes positions que les hommes, l'article d'Arnold Ngwimbi construit autour du rôle de la femme dans la transition démocratique au Gabon vient à propos. Menée sous l'angle purement comparatiste, cette réflexion qui mêle subtilement la fiction littéraire à la réalité sociale gabonaise, africaine et occidentale montre à quel point la femme africaine reste avant tout une actrice marginale de la vie politique en dépit de sa volonté et de ses capacités souvent sous-estimées du fait de l'hypertrophie de l'ego masculin. Replaçant son analyse dans le contexte sociopolitique gabonais, Arnold Ngwimbi soutient avec une extrême lucidité le fait que le statut politique de la femme gabonaise demeure, au même titre que son implication dans les postes à responsabilité au sein de l'appareil administratif, un des nombreux enjeux post-électoraux de cette transition. La deuxième partie de cet ouvrage s'ouvre sur un article de Sylvain Nezamba intitulé « Redistribuer, contrôler et sanctionner, les défis du nouveau pouvoir ». De par sa formulation, cette réflexion pose avec une certaine clarté ce que l'auteur considère, toute proportion bien gardée, comme étant l'une des plus grandes fixations en termes d'attente dans l'opinion nationale vis-à-vis du nouveau pouvoir, de quelque bord politique qu'il sorte. Le point de départ de cette argumentation se situe au niveau des disparités que l'auteur met en facteur entre la petite population gabonaise, dont les estimations souvent contradictoires se situent entre 1 million et 1 500 000 habitants, et le fort potentiel économique du pays, reposant sur une diversité des richesses du sol et du sous-sol dont les chiffres contrastent souvent avec la réalité quotidienne du vécu des populations dans leur grande majorité. En mettant en cause les choix géopolitiques de Père Omar Bongo, qui ont conduit à une gestion patrimoniale de l'État renforcée par une hégémonie viagère des élites politiques sur les masses populaires,
l'auteur considère qu'on ne saurait parler de transition politique sans que la problématique de redistribution des richesses, de contrôle de l'action gouvernementale et de sanction des dérives n'intègre véritablement l'éthique de la conduite des politiques publiques. S'inscrivant dans la même dynamique, Patrice Mundunga Mwiti, dont l'article porte sur la rupture de l'idéologie sociale de la géopolitique gouvernementale au Gabon comme enjeu post-électoral d'affinement des mœurs, tente de montrer en quoi la géopolitique curiale a été un obstacle de grande ampleur à la vitalité de la démocratie ainsi qu'à la civilisation des mœurs sociopolitiques au Gabon. L'auteur s'emploie d'ailleurs à penser que la transition politique actuelle gagnerait à ne pas s'inscrire dans la logique discursive articulée autour de l'argument de la continuité dans la rupture si elle veut déboucher sur ce qu'il appelle une recomposition innovante du gouvernement post-Bongo. Par ailleurs, le Gabon étant l'un des pays d'Afrique centrale où les vagues migratoires sont sans doute les plus élevées, Tatiana Sandra Mbumba Moussavu propose de lever le voile sur ce phénomène dans un État signataire de la Charte onusienne des droits de l'homme à travers un article intitulé « Gestion des flux migratoires et droits de l'homme au Gabon » pour une radioscopie des enjeux du nouveau pouvoir. À partir d'une démarche comparative entre la réalité sociale des populations immigrées et le discours politique électoral, l'auteur montre le fossé qui sépare les intentions politiques de l'État en matière de traitement des immigrés avec le contenu des programmes politiques des acteurs engagés dans la course pour la conquête du pouvoir suprême. En effet, si la vitrine politique laisse croire dans les discours officiels que le Gabon fait de la question des droits de l'homme l'une des priorités de sa politique internationale, il se trouve que dans les faits cela reste à démontrer. In fine, les droits des immigrés au Gabon restent, comme bien d'autres sujets de politique nationale, un des enjeux post-électoraux de cette transition politique et assurément une épreuve pour le nouveau pouvoir. Enfin, Hervé Ingwessa, dans une analyse de sociologie du champ politique, analyse la place de l'opposition dans la démocratie parlementaire gabonaise en montrant qu'il ne suffit pas d'avoir des institutions chargées de gérer et de contrôler l'action du pouvoir ou de disposer d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, pour conclure que l'opposition joue un rôle dans la gestion du pays. Du reste, son étude montre que la tenue régulière des élections au Gabon et la vitalité de certaines institutions concourant à l'expression du suffrage ne permettent pas d'affirmer que l'opposition partisane peut constituer en l'état une alternative, d'où toute l'interrogation sur son avenir et devenir. L'objectif de cet ouvrage, pédagogique pour l'essentiel, est de faire en sorte que s'exprime, dans le respect de l'esprit démocratique et de l'éthique du raisonnement scientifique, des opinions d'intelligence pluridisciplinaire au sujet d'une élection dont on sait que les enjeux se situent bien au-delà des engagements d'appareil et des affinités identitaires des uns et des autres. La structure du présent ouvrage obéit à une organisation de la réflexion suivant un plan de type binaire. La première partie constitue un vaste objet d'investigation autour de la transformation du champ politique, des conditions d'organisation du scrutin et des stratégies de pouvoir. La seconde, quant à elle, situe les enjeux post-électoraux et donne un bref aperçu, suivant un certain nombre de secteurs, des attentes populaires consécutives à la transition politique actuelle. Patrice Mundunga Mwiti et Sylvain Nezamba. Première partie, transformation du champ politique, conditions d'organisation du scrutin et stratégies de pouvoir. Chapitre 1, L'État et la politique sociale au Gabon, de 1980 à 2000. Christian Nzengupegnet. Introduction. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le rôle économique de l'État n'a cessé de croître. La politique économique est ainsi devenue une nouvelle attribution de l'État. Jusqu'au début du XXe siècle, du fait de leur rôle minime, les dépenses publiques sont restées faibles et équilibrées. Depuis, elles n'ont cessé d'augmenter. Les dépenses publiques sont les dépenses de l'État, des administrations publiques centrales, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale. Ces dépenses sont de trois ordres, elles peuvent être de fonctionnement, d'équipement ou de transfert. Les dépenses sociales se répartissent entre ces trois catégories. Ces dépenses publiques ont pour objet la mise en œuvre des politiques gouvernementales, économiques, sociales et culturelles. Quand l'intérêt collectif est en jeu, il est légitime pour l'État de se substituer à l'individu dans la définition des préférences. Dans cette étude,
Nous nous intéressons aux dépenses de la politique sociale. Par politique sociale, nous entendons l'ensemble des actions de l'État qui visent à agir sur la situation sociale des individus et des groupes. La politique sociale s'intéresse aux personnes, elle se préoccupe des fins, égalité, justice, bien-être, 8. Toutefois, il est difficile de définir exactement quelles dépenses et quels services doivent être inclus dans les dépenses sociales publiques. En effet, la définition des différentes composantes de l'État-providence et partant, de ce qui va être à l'origine des dépenses publiques dans ce domaine est loin de faire l'unanimité. Certains y incluent l'éducation, accordent une place centrale au système des assurances sociales qui, si l'on s'en tient à une définition stricte des finances publiques, ne sont pas en principe financées par l'État mais par les cotisations salariales et patronales. D'autres sous-estiment la part de l'assistance publique stricto sensu que la mise en place du système d'assurance sociale est pourtant loin d'avoir fait disparaître. Nous pouvons identifier avec Stéphanie dans ses effets économiques des dépenses publiques, les dépenses en monnaie ou en nature effectuées par un organisme public pour améliorer directement les conditions physiques, sociales, intellectuelles et morales de ceux qui ne disposent pas, en règle générale, des moyens suffisants pour y pourvoir directement. Enfin, avec Maurer 9, les dépenses sociales se repartissent en 6 catégories. Assistance publique, assurance sociale, santé et jeunesse, aide aux chômeurs, aide au logement et aide aux victimes. Toutefois, il nous paraît opportun de circonscrire le concept de dépenses sociales à celles qui sont de nature à diminuer, à prévenir directement les souffrances ou les risques personnels et à réduire les inégalités de revenus. Comme l'ont montré les travaux de J. Fourastier, la tendance à long terme dans nos sociétés est nettement orientée, depuis plus d'un siècle, vers une réduction des inégalités de revenus, Crozet, 1991. Depuis les Trente Glorieuses, l'on assiste avec l'apogée de l'État-providence à un progrès social exceptionnel. Le dynamisme économique va de pair avec le progrès social. Dans tous les pays occidentaux, les pouvoirs en place affirment leur volonté d'inscrire dans la loi le droit de tous les citoyens à la solidarité nationale, Benici, 2007. Comme le montre Lingot, 1993. 10. Au Québec depuis 1897, le secteur social prend de l'ampleur avec l'assistance publique et le secours contre le chômage pendant les années 1930. En France, les dépenses publiques en proportion du PIB doublent quasiment entre 1950 et 1997, passant de 26,7% à 54,1%. Darrow et al., 1998. C'est dans ce cadre que nous allons voir les dépenses consacrées par l'État gabonais à sa politique sociale. Depuis la fin des années 1970, le Gabon a connu une croissance positive et régulière de son PIB nominal, 20,7% en moyenne annuelle. Cette croissance économique est fortement tributaire de l'exploitation pétrolière et d'autres ressources naturelles. Elle a été souvent financée également par l'aide des donateurs, et généralement par un recours à l'endettement international. 11. Quelle part du PIB est alors allouée aux différents champs d'intervention de la politique gouvernementale, notamment la politique sociale? Dès le début des années 1980, on note une part relativement faible du PIB orientée vers les dépenses sociales, santé et éducation, 12. En effet, à partir de 1985, le Gabon commence à être confronté à une crise de la dette qui a des conséquences négatives sur sa croissance et compromet donc son développement économique et social. Dans ces conditions, quels ont été les effets des dépenses de la politique sociale sur les populations gabonaises? Ont-elles permis d'améliorer leur niveau de vie? Le débat sur la question des dépenses sociales reste d'actualité, notamment avec le cas par exemple des déficits de la sécurité sociale en France et surtout la volonté de nombreux pays d'éradiquer la pauvreté d'ici 2015. Après avoir présenté dans la section 1 les approches théoriques de la justification des dépenses publiques, nous présentons dans la section 2 la situation sociale au Gabon depuis 1980. État des lieux et principaux secteurs sociaux. Dans la section 3, nous analysons l'évolution des dépenses sociales au Gabon. Éducation et santé. Puis, nous apprécions les effets de ces dépenses dans la section 4 et évaluons leur impact sur le niveau de vie des Gabonais dans la section 5. La section 6 conclut. 1. Approche théorique de la justification des dépenses publiques. Depuis la Grande Dépression des années 1930,
la question de savoir si les gouvernements peuvent et doivent intervenir pour réduire le chômage, relancer la croissance, limiter l'inflation ou atténuer les inégalités et quelles sont les meilleures façons d'y parvenir divise les économistes. Les libéraux avec notamment les monétaristes, les néoclassiques ou les théoriciens de l'offre soutiennent que les marchés fonctionnent mieux s'ils sont laissés à eux-mêmes. Pour les classiques, l'économie est soumise à des cycles de croissance et les marchés conduisent à l'équilibre immédiat, qui assure la croissance optimale et le plein emploi. Ils souhaitent un État minimum qui se cantonne dans ses fonctions traditionnelles, défense, police et justice, gestion de la monnaie, qui n'intervient pas sur le plan économique et social. Ils admettent uniquement la création et l'entretien des ouvrages publics par l'État, car trop coûteux et trop peu rentable pour attirer des capitaux privés. L'intervention de l'État est donc de nature à fausser le comportement des agents, et n'est justifiée que pour financer les biens publics ou services régaliens. Adam Smith montre que l'État a le devoir de prendre en charge certaines actions que l'initiative privée ne peut mener à bien. C'est le cas des services collectifs d'intérêt public. Faute de rentabilité à court terme, aucun agent ne les finance. Or ces dépenses sont collectivement rentables, car elles procurent à la nation un avantage supérieur à leur coût. Elles sont donc favorables à la croissance. Sur le plan social, Malthus dans son essai sur le principe de population de 1796 affirme qu'une aide aux pauvres multiplie les pauvres mais non les richesses. Un autre courant, davantage interventionniste et d'inspiration keynésienne, maintient que l'action de l'État peut améliorer d'une manière significative ce fonctionnement. À court terme, on peut avoir une sous-utilisation des facteurs de production et un taux de chômage fort semblable à celui de la crise de 1929. Il en résulte soit une dégradation du solde public pour soutenir la consommation et la production, soit la légitimité de la dépense publique pour soutenir ou relancer la conjoncture. Keynes soutient les mesures sociales comme moyen de sauver le capitalisme, mais refuse l'étatisation. Les théories de la croissance endogène se situent dans le prolongement des analyses précédentes. Les dépenses publiques ont un impact direct, mais de long terme sur le potentiel de croissance. En effet, le financement public de biens collectifs peut accroître le potentiel de croissance d'une économie par des investissements publics matériels, infrastructures de transport, de santé, etc., par des investissements publics immatériels, systèmes d'enseignement supérieur, accroissement du capital humain, etc., ou par la prise en charge de risques collectifs, santé, retraite, etc. Selon Beveridge, qui est son principal concepteur, l'État-providence doit cumuler protection sociale et politique de plein emploi. Il propose de relier les politiques redistributives et conjoncturelles. Cela révèle une conception tutélaire de l'État, jugé seul capable de garantir contre les risques sociaux, liés à l'instabilité naturelle du marché, et de promouvoir la justice. Au-delà des critiques libérales, telles celles de Malthus qui dénonce les lois sur les pauvres, en considérant qu'elles constituent un encouragement à l'oisiveté et au vice, l'État-providence traverse, selon Rosanvallon 1982, une triple crise. Crise financière, crise d'efficacité et crise de légitimité 13. L'anarcho-capitaliste et le courant marxiste contestent aussi la prétention de l'État à servir l'intérêt général. Mais cela ne signifie pas leur suppression, d'autant que de grandes inégalités subsistent. D'ailleurs, on assiste à une certaine résurgence des inégalités que l'on essaie de réduire dans la logique de l'État-providence. La redistribution effective de revenus, pour qu'elle améliore le statut des pauvres, doit venir du côté des dépenses inscrites au budget Martinez-Vazquez, 2001. Ainsi, la politique budgétaire permet de financer les services publics, non-rivalité et non-exclusivité, de redistribuer les richesses, agir sur les externalités positives ou négatives, par exemple la santé publique, la formation, et d'intervenir dans l'économie, corriger des imperfections de marché à l'exemple du marché du travail, protection sociale, pour stimuler la croissance de court ou de long terme. Cette analyse a été approfondie par les néoclassiques, en particulier par les théoriciens de l'économie du bien-être, Marshall, Pigou puis Samuelson. Ils ont analysé précisément les cas de défaillance du marché. Ces dernières se manifestent lorsqu'on est en présence de biens collectifs, de monopoles naturels ou d'externalités. En somme, le rôle de la dépense publique dans la mise en place de structures économiques performantes est reconnu par tous. 2.
La situation sociale au Gabon depuis 1980. État des lieux et principaux secteurs sociaux. Pour assurer un développement harmonieux, un pays doit disposer d'une population suffisamment alphabétisée, qualifiée et en bonne santé. L'éducation est donc à la base de tout processus de développement économique, social et culturel. Nous pouvons y adjoindre la santé. En 1983, le ministre de l'Éducation nationale déclarait, lors des États généraux de l'éducation et de la formation, que redoublement et abandon portent le coût d'un élève diplômé de l'enseignement primaire à 3,66 fois le prix normal de 6 années d'études. Dans cette étude, nous nous limitons aux établissements publics, privés confessionnels et privés laïques. Comme dans la majorité des pays francophones, le système éducatif gabonais est semblable au système français avec 4 niveaux d'enseignement: le préscolaire, le primaire, le secondaire et le supérieur. L'enseignement préscolaire est un secteur en développement, notamment avec la multiplication des établissements sur l'ensemble du pays. L'action du gouvernement dans ce sens peut s'observer à travers la création des centres préscolaires à caractère social par le canal du ministère des Affaires sociales. Le nombre d'enfants âgés de 0 à 5 ans allant à la maternelle a augmenté de 1990 à 1996, passant respectivement de 1012 à 2886-14. Les enseignements primaires et secondaires constituent les 2 domaines dans lesquels l'État investit massivement. Les taux bruts de scolarisation ont augmenté, passant de 132,4% à 147,3% entre 1980 et 1996 et de 26,4% à 46,3% respectivement pour le primaire et le secondaire. Mais dans ces 2 niveaux d'enseignement, les effectifs par classe sont pléthoriques jusqu'à 150 élèves voire plus. L'enseignement technique et professionnel fait partie intégrale du secteur de l'éducation nationale. Il tend davantage à concourir à doter le pays en personnel directement opérationnel. Toutefois, nous pouvons déplorer le manque d'offres d'enseignement dans cette catégorie et de débouchés post-baccalauréat. L'enseignement supérieur se développe peu à peu. Le pays compte 3 universités et de nombreuses écoles supérieures. Nous notons par ailleurs une nette augmentation du taux de scolarisation dans ce domaine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.